En cela réside justement le défaut principal des voyageurs précédents, la rapidité avec laquelle ils prennent leurs notes au nom de la science. On contribue plus à la méconnaissance qu'à la connaissance du Brésil. Dit-il, il n'y a aucune région de l'Amérique du Sud sur laquelle on ait écrit que le Brésil. Et pourtant, il n'y a pas un pays moins connu que lui. Ou encore, dit-il, ce qui n'arriverait jamais avec les narrations romanesques, vides de faits et de vérité, et qui n'appartient à rien, au pire n'apprendre que l'erreur. Il se demande finalement, donc c'est avec raison que les critiques de la stérilité, dit-il, et de l'extravagance de ces productions fantastiques sur le Brésil se plaignent, conclut Dreis. Lui ne se trompe pas et ne trompe pas non plus les autres. Sa méthode consiste à reprendre les observations et ses notes tout au long de son séjour. C'est de cette manière qu'une imagination, dit-il, judicieuse reçoit et transmet les impressions. Les voyageurs qui n'ont pas ces soucis, qui n'ont pas cette imagination judicieuse, qui après quelques années, dit-il, d'observation n'a pas lacéré ses premières notes, est un malheureux qui risque, dit-il, de se duper lui-même et les autres par la même occasion. Enfin, il est différent des autres voyageurs. Il peut être timide, comme lui-même l'affirme, mais il est un attentif imitateur. Qui imite-t-il? On cherche, dit-il, à suivre les pas des savants naturalistes Humboldt, créateur de la science des voyages, persuadé que c'est de cette manière seule que l'observateur pourrait être de quelque poids dans la balance des connaissances humaines. Cette fois, il est nous, lui et Humboldt. Homme de science donc, il devient plus difficile de ne pas les prendre au sérieux. En fait, le récit de Dreis non seulement confirme sa justesse de critique, il est français, mais il aide à établir ce genre qui, peu à peu, est en train de se définir au Brésil. Les récits des voyages scientifiques, ou plutôt les textes scientifiques. Mais comme tout discours de science qui essaie de s'imposer, celui-ci ne manque pas de rencontrer des obstacles. En effet, on peut situer les comptes rendus de l'ouvrage de Dreis, établi par une commission à la demande de l'Institut historique, dans ce enjeu épistémologique. Les deux membres qui signent les rapports ont été très sévères. Les principales conclusions sont les suivantes. Finalement, l'institution légitimatrice prive le travail de Dreis de toutes ses prétentions scientifiques. Les styles de narration n'ont pas l'objectivité requise. Son récit non exempt de fautes ne fait pas voir, mais imaginer. Ce n'est pourtant pas un hasard si dans la même revue est publié un compte rendu sur les examens critiques de l'histoire de la géographie du Nouveau Monde, du nouveau continent d'Alexandre Humboldt. Cependant, comme Humboldt, je cite l'Institut, est un nom très connu parmi les savants modernes et occupe parmi eux une place distinguée, la commission, dans ces cas, n'ose pas donner un avis. Non contente d'avoir rejeté l'ouvrage de Dreis vers les champs fictionnels, la commission désarticule aussi son paradigme. Il n'est pas comme Humboldt. Elle a pris les nous des narrateurs qui, pour lui, étaient les nous de la science. Dreis est admis dans la bibliothèque, mais pour donner quelques informations et réjouir le lecteur. Finalement, pour l'Institut, Dreis n'est pas le modèle des voyageurs et de l'homme des sciences comme les centenaires.
La condition des sources des récits des voyages sur le Brésil n'est pas cependant une préoccupation constante, malgré les avertissements de quelques historiens et anthropologues des sciences sociales, historiques brésiliennes et même françaises. Gilberto Freire, par exemple, dans la préface de la première édition de son œuvre, Maître esclave affirme. Voilà, c'est presque la même chose qu'a dit Sébastien. L'auteur n'explique pas ses critères pour classifier ses récits, ce qui n'a pas, n'a pas échappé récemment à Christophe Brochier dans un article intitulé L'utilisation des récits du voyage dans l'étude des relations raciales au Brésil, publié cette année. Un peu après, de Gilberto Freire, Caio Prado Júnior écrivait dans son Formation du Brasil contemporain. Presque la même chose. De son côté, José Honório Rodrigues remarque que enfin, Nelson Werneck Sodré, Nelson Werneck Sodré insiste aussi sur les mêmes points dans ses récits. Je passe. Ça m'a donné beaucoup de travail pour traduire, mais ça va quand même. Ok. João Pacheco de Oliveira, plus proche de nous, remarque les liens anciens et importants, je suis en train de finir, entre les récits du voyage et la formation de l'anthropologie. Sur le contenu des récits, il fait ses rappels méthodologiques. Dans le même contexte, William Moreira constate que en tout cas, pour Moreira Leite, tous peuvent être considérés comme des sources primaires, car ils sont, d'une manière ou d'une autre, témoignages à propos des situations vécues. Il Boaventura Leite, après une brève critique à José Honório Rodrigues sur le fait que celui-ci définit les récits de voyage comme des notes de voyage, confirme l'absence d'un travail critique sur les récits de voyage. Voilà. En remontant dans le temps, Capistrano de Abreu, en 1907, semble prouver cette hypothèse. Par exemple, dans Capítulos de História Colonial, au dernier chapitre intitulé 3 séculos depois, Saint-Hilaire est utilisé comme témoin oculaire sans aucune critique de la source. Quand il parle du Rio Grande do Sul, Saint-Hilaire est soit un personnage, soit un historien de coutume. Avant Capistrano de Abreu, Francisco Adolfo de Van Hagen, dans son História Geral do Brasil, publié entre 1854 et 1857, se sert des récits de Saint-Hilaire dans 2 circonstances qui reflètent toutes deux sa pratique historiographique. Dans le chapitre dédié aux écrivains, voyageurs et presse périodique de Royan, l'historien présente les voyageurs comme quelqu'un d'important pour les études en botanique et cependant, curieusement, pour Van Hagen, Saint-Hilaire est peu observateur et un peu arrogant. Au chapitre précédent, dans l'œuvre de Van Hagen, Frédéric de Van Hagen est introduit dans l'histoire du Brésil comme quelqu'un
qui a eu un rôle important dans la construction de la nation brésilienne, notamment de la sidérurgie brésilienne. Van Hagen, le fils, ne cache pas son émotion en se référant à ce thème. Ainsi, la première observation du sommaire détaillé du chapitre est la suivante. Je cite. Satisfaction que l'auteur a l'auteur a traité du sujet, son père. Toutefois, quand le père est accusé de faire du mauvais travail et est durement critiqué, y compris par José Boniface, Van Hagen, le fils et historien, se sert de certaines sources parmi lesquelles figurent les récits de Saint-Hilaire comme témoins oculaires. Conclusion. De cette façon, outre une histoire de la note des pages, titre que l'on pourrait donner à ces premiers essais et réceptions des textes voyage, nous pourrions avancer sur d'autres questions liées à l'ordre du texte, comme par exemple penser les récits de voyage comme un composant du niveau profond de la conscience, à partir duquel l'historien brésilien choisit des stratégies conceptuelles avec lesquelles il expliquera ou représentera les données qui vont composer son écriture de l'histoire. Dans ce sens, il est possible de vérifier, même s'il est un peu dispersé, la structure des textes de voyage en divers ouvrages de l'historiographie brésilienne du XIXe siècle, notamment dans l'histoire générale de Van Hagen. Ces notations cartographiques, les chromatismes avec lesquels il dessine et peint la nature, la façon dont il décrit et déforme l'image des sauvages, l'idée des natifs envahisseurs par exemple, les chamans de la colonisation portugaise, etc. Enfin, il se fait accompagner constamment par les regards du voyageur dans sa quête du commencement du Brésil, quelque part au VIe siècle, puisque les voyageurs l'ont vu. Ici, la méthode critique n'a pas toujours été mise en marche. Dans ce monde, les récits comme des Saint-Hilaire sont fondamentaux. Ils ont élargi l'espace et approfondi la notion du temps du Brésil. Pour les historiens brésiliens, les auteurs de ces récits sont perçus comme des maîtres, parce qu'ils nomment, ils inventorient, ils classent, ils comptent, ils mesurent, ils arpentent, ils ont mis en ordre, ils tracent les limites, parce qu'ils distribuent l'ange blanc, qu'ils en disent moins qu'ils n'en savent, qu'ils se souviennent. Pour toutes ces raisons, ils font voir, ils font savoir, ils font croire. Merci, excusez-moi. Merci pour cette revue, Thémistoclès, mais on voit bien qu'il y a une matrice commune à l'ensemble à la fois des textes et des critiques de ces textes, une matrice dont François Hartog nous a montré le fonctionnement il y a une trentaine d'années chez Hérodote. Il n'y a pas d'histoire qui ne soit pas un voyage, et en même temps le voyage est forcément un voyage dans le temps. Il me semble que c'est autour de ces idées simples que se construit l'ensemble du corpus, bien au-delà du Brésil. Laurent. Donc nous écoutons à présent Laurent Vidal qui enseigne à l'Université de La Rochelle pour un exposé intitulé « Une postérité inattendue, le phalanstère de Sali et les connexions brésiliennes de Saint-Hilaire, 1830, années 30, années 40 ». Merci, merci beaucoup. Et je me rends compte que j'aurais pu mettre même un point d'interrogation au terme de la préparation de cet article, une postérité inattendue, point d'interrogation. Parce qu'au terme de ce petit travail, j'ai beaucoup de questions et j'ai pas tant de réponses que cela. En tout cas, avant de commencer, je tiens à remercier encore une fois, mais c'est important de le dire, Laura et Claudia Damasceno pour cette invitation et Claudia pour avoir insisté alors que je disais non, moi
je suis un lecteur évidemment de Saint-Hilaire comme un brasilianiste qui, à un moment donné, est obligé de recourir à Saint-Hilaire, mais je n'ai pas réfléchi à Saint-Hilaire, donc je n'ai pas une pensée sur Saint-Hilaire. Et puis elle a insisté, je me suis dit, bon, après tout, tentons. Et puis c'est très bien, je suis le dernier à parler, et donc je me dis, tiens, c'est possible de s'amuser un peu, de faire quelques hypothèses. Et je voudrais donc vous soumettre ici une double hypothèse autour du rôle inattendu qu'a pu avoir Auguste de Saint-Hilaire et son œuvre dans l'épisode brésilien du phalanstère de Sailly, qui a été fondé par un groupe de fourriéristes français au début des années 1840. Alors la double hypothèse est la suivante. Il se pourrait que Saint-Hilaire ait joué un rôle dans le choix déjà du site où va être installé le phalanstère, c'est-à-dire dans la région de San Francisco do Sul. Première hypothèse. Deuxième hypothèse, et alors qui n'a aucun lien avec la première, il se pourrait que l'œuvre de Saint-Hilaire ait eu à voir avec la venue parmi le groupe de ces phalanstériens de deux frères, les frères d'Hérol, dont j'ai trouvé le nom dans les membres de ce groupe, et il se trouve qu'il y a ici l'un des lecteurs de l'ouvrage que j'ai commis sur ces Français, qui est un descendant de la famille d'Hérol, qui est rue du Bac, la maison d'Hérol, ici une maison de naturalistes. Et alors avec tous ces petits bouts d'histoire, je vais essayer d'avancer d'hypothèse en supposition et d'essayer de vous dessiner les contours de ces rencontres qui ont pu être physiques et intellectuelles. Alors peut-être juste pour commencer, deux petits mots sur ce fameux phalanstère de Sailly. C'est une tentative donc d'implantation d'une communauté donc fourriériste, on ne parle pas de Joseph mais de Charles Fourier, ici, puisqu'il y a beaucoup d'historiens des sciences, donc j'ai lu le mot de Fourier, mais c'est pas le même, au Brésil entre 1841 et 1846. C'est un projet qui naît essentiellement, je dirais, à Paris, ou en tout cas entre Paris et Lyon, à la fin des années 1830. C'est un moment qui, à Paris et à Lyon, est marqué par de fortes répressions qui s'abattent contre les classes populaires, par un malaise social également croissant, et qui va se traduire chez certains, notamment certains qui se disent fatigués à la fois de cette succession de révoltes et de répressions par le désir d'un ailleurs, le désir d'un autre monde ou le désir d'un nouveau monde. Et c'est ainsi que un certain nombre de ces classes populaires vont se retrouver autour d'une revue qui s'appelle Le Nouveau Monde. Il y a eu une dissidence dans le mouvement fourriériste après la mort de Charles Fourier en 1837, et le mouvement fourriériste français est divisé en deux groupes, et l'un de ces groupes est le groupe dit du Nouveau Monde, qui a fondé une revue en 1838, fondée, je donne le nom, par Jan Grzynski, qui est un républicain polonais qui est exilé donc à Paris, et qui envisage la réalisation de phalanstères un petit peu partout en France, en Algérie, etc. Et bien incitant à fonder des phalanstères, il se trouve qu'un jeune homme qui se présente comme médecin homéopathe, il a même fondé un institut d'homéopathie ici à Paris, rue de la Harpe, qui s'appelle Benoît Mur, propose de créer un phalanstère au Brésil. Alors avec d'autres qu'il va réunir autour de lui, il organise des banquets, des réunions, à la fois pour collecter des fonds, mais aussi pour former pour former aux idées fourriéristes les futurs phalanstériens. Donc c'est une communauté d'à peu près 500 personnes qui va traverser l'Atlantique en plusieurs voyages entre 1841 et 1844. Donc j'en arrive à ma première hypothèse. C'est l'hypothèse d'une rencontre entre Benoît Mur et Auguste de Saint-Hilaire.
Benoît Mur est un jeune homme extrêmement chétif, très souvent malade, et qui, son père est un soyeux lyonnais assez argenté, qui ne cesse d'appeler à son chevet les médecins les plus importants, y compris de Paris, et rien n'y fait. Un jour, lors d'un voyage en Italie avec sa mère, se croyant mourant, il rencontre un médecin homéopathe qui le soigne. À partir de là, il n'aura de cesse de défendre l'homéopathie. Et il va à Montpellier 1 an à l'école de médecine, à la faculté de médecine, mais il ne reste qu'un an. Il quitte au bout d'1 an. Et il se trouve que cette année 1835, Saint-Hilaire est à Montpellier. Pas toute l'année, mais en tout cas il est à Montpellier. Et il l'écrit dans une lettre, il est malade à Montpellier. Et c'est exactement l'année où il publie, ou en tout cas les Nouvelles Annales des Voyages et Sciences Géographiques, publie un article de Saint-Hilaire intitulé « L'île de Saint-François et la pêcherie d'Itapocoroya, fragment de la partie inédite des voyages de M. Auguste de Saint-Hilaire, membre de l'Institut ». Donc ça fait quand même pas mal de coïncidences. Et moi je peux émettre la première hypothèse, c'est qu'effectivement, entre un jeune homme qui est intéressé par l'homéopathie et ce savant Auguste de Saint-Hilaire qui a un herbier, qui comprend également quelques plantes médicinales, ils aient pu avoir un échange. Et il se trouve que quand on lit le texte d'Auguste de Saint-Hilaire sur cette île de Saint-François, il a des descriptions qui sont assez intéressantes. Il présente donc une région de bois vierge, dit-il, qui peut produire toutes les denrées coloniales. Et il a cette phrase importante. On ne peut pas dire que la nature soit riante sur ces côtes du Brésil. Les forêts sombres qui couvrent les montagnes ont quelque chose d'ossianique. Alors, ossianique, c'est O-2-S-I-A-N-I-Q-E-S. Ossianique, mais la beauté du ciel et les effets brillants de lumière qui résultent de l'éclat du soleil ôtent à la nature ce qu'elle a de trop austère, en lui faisant une majesté inconnue dans nos contrées. Alors justement, une nature majestueuse et un climat ossianique, c'est-à-dire propice aux inspirations héroïques, au lyrisme, etc. Est-ce que c'est cela qui a pu attirer Benoît Mur vers la région de San Francisco? C'est une question qui mérite d'être posée. Quand on lit ce texte d'une trentaine de pages sur cette île de Saint-François, il est assez précis. Il dit, ben voilà, il y a des potentialités économiques qui sont extrêmement importantes. Que les habitants, dit-il, forment des pâturages autour de leur maison et ils pourront élever quelques bestiaux, avoir du lait, faire des fromages. Au lieu de planter à peine quelques aipins et quelques patates, qu'ils donnent de l'étendue à cette culture, en y joignant celle des ignames qui leur est inconnue, et ils pourront engraisser les pourceaux et la volaille. Cette région couverte de bois, ils disent, les habitants pauvres gagnent leur vie à scier des arbres pour faire des planches, mais cette branche de commerce pourrait devenir beaucoup plus considérable si le pays était plus peuplé. Elle le deviendrait même dès à présent si les habitants aisés profitaient pour établir des moulins à scie de ce grand nombre de ruisseaux et de rivières. Et puis, dit-il, et un moyen de faire fleurir ce pays serait de rendre praticable le chemin qui, partant de Colitibe, passe par San José et vient aboutir dans le district de Saint-François. Alors, Benoît Mur arrive à Rio à la fin de l'année 1840 et en janvier 1841, il obtient un navire du gouvernement impérial, de la marine, pour se rendre dans le Santa Catarina. Là, il obtient l'autorisation du président de la province pour aller visiter la région de San Francisco do Sul. Et voilà ce qu'il écrit 1 mois après au président de la province. Avant de quitter la province de Santa Catarina, j'ai l'honneur de présenter à votre Excellence quelques particularités sur les résultats de mon voyage. Pour éviter d'inutiles détails, je ne dois pas vous cacher que le Rio San Francisco me paraît offrir les meilleures proportions pour l'établissement de la colonie industrielle dont j'ai présenté le projet au ministre de Sa Majesté. J'ai trouvé là un terrain vaste et fertile, des cascades abondantes et élevées, un port vaste et sûr dont il n'y a peut-être pas de comparable dans le monde, auquel il convient d'ajouter une ligne de défense déjà ouverte qui offrira un accès facile et rapide à l'intérieur de l'Empire par le chemin de Colitibe. Ce chemin nous donnera les moyens d'avoir des prix raisonnables pour la viande fraîche,
premier élément de l'alimentation de nos colons, et de pouvoir ouvrir un vaste commerce entre la France et les populations intérieures du Brésil. Le terrain qui paraît le plus convenable pour ma colonie est la péninsule située en face de l'île de San Francisco, etc. Bon, c'est assez intéressant parce qu'on retrouve quand même des éléments qu'il y a dans l'article de Saint-Hilaire. Évidemment, il aurait pu lire d'autres informations sur le Santa Catalina, notamment chez Ferdinand Denis. Mais Ferdinand Denis ne parle pas de San Francisco. Il dit simplement que la province de Sainte-Catherine est un des endroits les plus délicieux de la Terre, il le dit en 1837, à coup sûr un des territoires les plus fertiles, faisant l'admiration de tous les naturalistes. Et il se trouve que Ferdinand Denis est un peu un ambassadeur du Brésil à Paris à l'époque, et il signale lui-même la présence de Benoît Mur au Brésil dans son journal en 1843. Alors, Saint-Hilaire n'a pas rédigé de lettre de recommandation auprès de responsables de l'Empire pour Benoît Mur. Il le fera pour d'autres personnes, mais il ne le fait pas pour Benoît Mur. Benoît Mur a deux lettres de recommandation. Un certain Julien de Paris, qui est le fondateur d'une revue encyclopédique, qui est la revue mémoriale encyclopédique et progressive des connaissances humaines, et puis de Sylvestre Pinheiro-Ferrer. Alors, je ne peux pas dire, évidemment, que voilà, la rencontre ait eu lieu. Mais il y a beaucoup d'éléments, beaucoup de coïncidences. Je ne suis pas sûr que Saint-Hilaire ait pratiquement été Benoît Mur dans son projet brésilien, mais il y a des coïncidences entre, d'un côté, cet homme, ce jeune homme qui est nourri de lyrisme, je dirais, cette description du climat océanique de San Francisco, des potentialités économiques, sûrement. Est-ce que cela a été déterminant dans le choix de la région? Alors, deuxième hypothèse sans lien avec la première. Et là, il va me falloir ajouter entre France et Brésil une troisième région qui va être la Belgique. Et Saint-Hilaire, évidemment. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en regardant un petit peu cette histoire, Saint-Hilaire, la Belgique, Eddie Stolz, l'historien Eddie Stolz, en 1972, écrit « Si l'œuvre de Humboldt n'est pas inconnue en Belgique, en revanche, l'œuvre de Paul ou de Saint-Hilaire n'a eu que peu ou aucune répercussion. » Il écrit cela en 1972, et le simple cas de l'histoire de la famille Desrolles semble montrer le contraire. Alors, qui sont ces Desrolles? Ce sont, au moment où l'histoire commence, la famille, ou en tout cas le père de ces deux jeunes qui vont partir au Brésil, le père qui s'appelle Jean-Baptiste, est d'abord perruquier, puis devient naturaliste en 1824, et il est employé au musée de la ville de Bruxelles. Et le musée de la ville de Bruxelles est dirigé par Pierre-Auguste Drapier, qui est professeur de chimie, physique, sciences naturelles, et Drapier est l'auteur d'un dictionnaire classique des sciences naturelles qu'il publie à Bruxelles entre 1837 et 1845. 10 volumes dans ce dictionnaire. Et il se trouve que, assez régulièrement, il cite, je cite, l'intrépide voyageur Auguste de Saint-Hilaire. Donc on voit le père travaille sous la direction de Drapier, qui est en train de faire un dictionnaire des sciences naturelles, dans lequel, chaque fois qu'il est question du Brésil, il cite, ou en tout cas régulièrement, l'intrépide voyageur Saint-Hilaire. Alors, son fils, Achille, fils aîné de Jean-Baptiste, et encore une fois, je dis, toutes ces informations, je les ai justement par François Bedel qui est ici, parce qu'il n'y a pas, ce sont les archives familiales, d'une certaine manière, donc je n'ai pas d'autres archives que celles-là. Achille, donc né en 1813 à Lille, et va suivre des cours à l'établissement géographique, scientifique et didactique des frères Van der Malen à Bruxelles. Et ces frères Van der Malen vont organiser une expédition privée au Brésil. Et Achille Desrolles partira au Brésil pendant 16 mois entre 1833 et 1844, je cite, pour recueillir des collections d'objets des trois reines de la nature. Alors, il revient et Pierre-Auguste Drapier fera un commentaire du voyage au Brésil d'Achille Desrolles. Est-ce qu'Achille Desrolles a lu Auguste de Saint-Hilaire avant de partir? Point d'interrogation.
je ne sais pas, mais en tout cas, ce milieu, famille Vermalen, Drapier, etc., et Saint-Hilaire au milieu, voilà, c'est une question. Deuxième fils, Édouard Jules. Achille ne part pas au Brésil. Deuxième fils, Édouard Jules, qui naît en 1816 à Lille et quitte et s'installe à Bruxelles avec ses parents en 1829. Il entre à l'école de médecine en 1832, mais il en sera exclu pour manque d'assiduité. Quant à Narcisse, le troisième fils qui naît en 1821, il accompagne son père, donc il est avec son père au cabinet du musée de Bruxelles, et tout jeune, il va être en contact avec des naturalistes de l'époque, et en 1838, son frère Achille l'envoie prendre part à une chasse entomologique en Galice et au Portugal. Il en revient 6 mois après, et cette fois il en revient à Paris. Sa famille s'est installée à Paris, et son père, Jean-Baptiste, a fondé la maison des Rôles. Mai 1841, décès de Jean-Baptiste, et Achille doit prendre seul la succession du fonds de commerce de cette maison des Rôles, et c'est exactement le moment où à Paris ont lieu les banquets et les réunions du Nouveau Monde pour prévoir la création de phalanstères un peu partout. Donc, il n'y avait pas que le Brésil, il y avait l'Algérie aussi. Mais quand même, la connaissance du Brésil par Achille, celle du Portugal par Narcisse, est-ce qu'à ce moment-là, il n'a pas pu se passer quelque chose? Et j'oserais ajouter un autre élément. Jean Gzynski, fondateur du Nouveau Monde, Zoé Gatti de Gamon, deuxième fondatrice du Nouveau Monde, elle, c'est une féministe belge. Et Gzynski, avant d'arriver à Paris, a été en exil en Belgique. Est-ce qu'il y a eu une connexion en Belgique entre ces gens-là? Toujours est-il que Édouard et Narcisse vont faire partie de cette expédition et du premier convoi des migrants. Alors, Édouard, il n'est pas médecin, il n'est pas naturaliste, il a arrêté, il s'est fait exclure de sa formation. Peut-être a-t-il rencontré en Benoît Mur quelqu'un qui justement n'est pas vraiment médecin, mais qui est intéressé par les plantes. Alors, bon, je ne dirais pas qu'il est fourriériste, je ne sais pas, mais en revanche, je pense qu'il a dû graviter dans ce Paris des années 40-41 dans une sorte de nébuleuse inquiète, je ne vois pas d'autres mots, qui, justement, avec des gens comme Benoît Mur, essaie d'associer expérimentation médicale et expérimentation sociale pour trouver des remèdes à la situation. Et comme le dit le Nouveau Monde, cherche à aider l'homme à reconquérir ses droits au bonheur. Et ces banquets et réunions ont un impact si important dans la ville de Paris que même quelqu'un comme Balzac va évoquer en juillet 40, je cite, « Je crois que je quitterai la France et que j'irai porter mes os au Brésil dans une entreprise folle et que je choisis à cause de sa folie. » Narcisse, lui, n'a que 20 ans, mais il s'associe aussi, et peut-être que le Brésil, peut-être a-t-il lu Saint-Hilaire, lui disant que le Brésil peut se passer de l'univers entier. Il y a peu de pays, dit Saint-Hilaire, qui offrent autant de ressources que le Brésil et qui soient appelés à jouer un rôle, à jouer dans la politique un rôle aussi brillant. Ces montagnes recèlent en leur sein des métaux précieux, ces rivières couvrent de leurs eaux des diamants et des pierreries, etc. etc. Bon, alors, je ne vais pas aller tellement plus loin, je vais vous dire qu'à son arrivée, Narcisse épouse une jeune brésilienne. Il repart, apparemment sans cette femme, il repart en 1844 à Rio. On ne sait pas trop ce qu'il fait. En 1847, il rentre à Paris. Il se marie en 1855 et il fonde en 1878 un commerce de naturalistes et fabricants de plumes. Et il achète en 1876, ça c'est intéressant, des titres de la compagnie franco-texane des terrains, c'est-à-dire la communauté fourriériste de Réunion au Texas. C'est-à-dire qu'il est resté lié à cette idée fourriériste. Quant à Édouard, lui, il reste
au Brésil. Il quitte la colonie, mais il s'installe à San Francisco do Sul comme médecin. Il épouse une Française, il a 4 enfants, et il reste à San Francisco do Sul jusqu'à sa mort, et se pose la question, en tout cas moi j'ai né l'hypothèse, qu'il ait pu avoir un autre enfant avec une esclave, Rita, puisqu'il est le parrain de la petite Aurelia, que l'on trouve dans les registres paroissiaux. Alors j'ai bien conscience ici que la liaison avec Saint-Hilaire est plus que ténue, mais il n'empêche, c'est une famille de naturalistes, d'entomologistes. Le frère aîné a déjà fait un séjour au Brésil, et là-dedans, l'œuvre de Saint-Hilaire, ses écrits brésiliens ne sont pas inconnus. Est-ce qu'ils ont un rôle particulier? Je ne saurais l'affirmer. Je dirais qu'ils participent d'une sorte de substrat de savoir pratique sur le Brésil. Alors, je vais conclure ici, parce que ce n'est pas la peine de m'étendre au-delà, autour de cette double supposition qui n'a d'autre but que de jeter une sorte de lumière sur la phosphorescence possible du nom de Saint-Hilaire. La phosphorescence possible de ce nom. Je ne vais même pas m'aventurer à dire que Saint-Hilaire est un passeur. Disons qu'il y a eu 2 hasards de la vie, à un moment donné, en France et en Belgique, qui ont placé Saint-Hilaire et ses publications dans des discussions autour du Brésil. Et que ces rencontres ont lieu à des moments où, Mur d'un côté, les frères d'Hérolde de l'autre, sont au croisement d'itinéraires, et qu'il leur faut faire un choix, et que le Brésil est l'un de ces choix, et que dans ce choix du Brésil, le nom de Saint-Hilaire est là, il est évoqué. Et ce qu'il y a peut-être de plus intéressant, c'est de souligner cette sorte de triangulation, c'est France, Brésil, Belgique. Et ça, c'est un élément, je crois, aussi important, ce qui montre que cette postérité inattendue de Saint-Hilaire, elle n'est pas passée qu'en ligne droite France-Brésil, mais elle a pu passer par des bifurcations par la Belgique. Je vous remercie. Merci Laurent. Il nous reste maintenant à essayer d'animer une conversation phosphorescente entre nous, le plus phosphorescente possible. Et il me semblait qu'il y a une sorte peut-être de fil conducteur dans l'ensemble de l'après-midi autour de quelqu'un qui a été, de quelque chose qui a été cité 2 fois, mais qui s'applique peut-être aux 3 papiers, qui est la figure d'Ossian, c'est-à-dire le domaine du vrai-faux et du vrai-faux fondateur. Et je pense que c'est des choses qui interviendront dans la discussion. Alors, si j'ai bien compris, on fait une première ronde de questions, puis une pause, et ensuite nous aurons une discussion. Ensuite. Quand est-ce que tu veux que... D'abord, on a des questions sur les papiers, ensuite une discussion générale. De toute façon, comme on n'a pas eu les papiers à l'avance, moi aussi j'ai des questions sur les papiers. On fait comme hier, comme ce matin. On commence par les questions. On prend un quart d'heure de questions, puis la pause, c'est ça? Non, on fait les questions, ensuite Jacques peut aussi poser les siennes, parce qu'il a posé des questions, et ensuite on fait la pause. Donc 20 minutes? 20 minutes en tout? Oui. Ok. Alors, il faut parler très fort. Je peux parler très fort. D'abord, pour Temístocles, je ne sais pas si tu connais un récit de voyage de Gonçalves Dias au Rio Negro. C'est vraiment très proche de ce que tu as montré à Luis d'Azevedo sur les moustiques. Il dit que Marcius écrit au milieu de la forêt, au lieu de parler de moustiques, etc., il parle de la beauté de l'univers, quelque chose comme ça. Et c'est très intéressant, je crois que c'est à peu près le même récit. Et pour Laurent, je trouve que vraiment c'est très probable en fait qu'il se soit croisé de Namur et Saint-Hilaire. Parce que je crois qu'il y avait un réseau mesmérisme, homéopathie. Et Saint-Hilaire était branché mesmérisme. L'un de ses meilleurs amis, Deleuze, était mesmériste. Et Saint-Hilaire lui-même, il a mesmérisé, il a magnétisé cette femme, la Beata Germana, qu'il a vue à Minas Gerais.
Il a essayé même le magnétisme animal en France 2 ou 3 fois, guidé par justement Deleuze. Et si je me rappelle bien, j'ai un peu étudié Benoît Mur il y a très longtemps, quand je faisais mon master. C'était au début sur l'histoire de l'homéopathie au Brésil, justement. Et si je me rappelle bien, il y avait un lien entre mesmérisme et homéopathie, même théorique. Et donc on peut parler à propos de cela plus tard. Juste pour ajouter quelque chose, il y a aussi ce médecin polonais qui est parti au Brésil et qui était à Montpellier aussi, qui a fini ses études à Montpellier Chernovic. Ouais, et qui me considère aussi l'un des pères de l'ethnobotanique, de l'ethnopharmaceutique, pharmacologie. Donc peut-être qu'il y a aussi tu l'as pas mentionné, mais c'est tellement... J'ai juste dit que Saint-Hilaire avait fait une lettre de recommandation, et c'était à lui. Oui, d'accord, ok. Ce n'est pas une question, c'est seulement une observation. Irma Germana n'était pas une folle hystérique. C'est quelqu'un qui a été très bien étudié par ceux parmi lesquels moi-même qui se dédient à la religiosité populaire. Donc c'est un phénomène beaucoup plus complexe. C'est seulement ça. C'était ce que disait Pierre, une question d'effet pour Laurent. Quand tu parles, c'est vraiment petite, quand tu parles du dictionnaire classique édité par Drapier, c'était bien sûr, où je me trompe, c'était le dictionnaire de Boris et Vincent, parce que Drapier et Boris avaient déjà établi ensemble la revue, les annales générales de physique à la Belgique, et je crois que Drapier est l'éditeur de l'édition belge. Ou est-ce que tu parles d'un autre ouvrage? Parce que dans ce cas-là, j'ignore, hein, c'est vraiment une question d'ignorance. Je crois que c'est le dictionnaire classique de Boris que Drapier édite à quoi des réponses. Non, c'est dans 2000 années, c'est le même. Oui, peut-être une question à tous les trois. En vous écoutant cet après-midi, je trouvais qu'il y avait beaucoup de choses sur lesquelles on aurait pu discuter, on n'aura pas le temps. Et il y en a une qui a particulièrement attiré mon attention, un peu en lien avec ce dont on a parlé hier, sur ce rapport amour-haine avec la nature. Il me semble que à partir de la communication de Sébastien, un fil, alors c'est peut-être pure ignorance de ma part, donc je m'adresse aux spécialistes de Saint-Hilaire, un fil n'a pas été complètement déployé, qui est celui des liens avec les milieux industriels, ou en tout cas Auguste Saint-Hilaire comme ressource pour la réflexion autour du développement industriel du Brésil. Et je me demandais s'il n'y avait pas là un élément extrêmement intéressant que nos manières biaisées de faire de l'histoire et de découper l'histoire culturelle, l'histoire des sciences, etc., ne nous permettaient pas de mettre au cœur de nos discussions, comme si au fond c'était quelque chose qu'on n'arrivait pas à faire entrer dans nos cases préconstruites. Mais c'est peut-être une ignorance de ma part. Voilà. Oui, trois petits rebonds. Le premier, un peu anecdotique, mais l'océanique renvoie à Océan, et pas seulement au vrai-faux, mais au Nord-Midi. Comme quoi, on peut trouver un espace du Nord dans le Midi, ce qui ouvre des perspectives océaniques. Deuxième rebond sur ce que dit Antonella, c'était une question que j'avais pour Denis hier, mais je n'ai pas eu le temps de la poser, justement sur ces travaux croisés des autorités en botanique et des amateurs, avec la question de l'utilité, de l'application pratique et de la science dure. Alors on en a un peu parlé avec Denis dans le couloir comme ça rapidement, mais il me semble que ce que tu poses Antonella, c'est aussi ça à nouveau, c'est-à-dire
l'application, et ce qui est intéressant dans Saint-Hilaire, c'est qu'il a, y compris dans la façon dont il organise et publie ses informations sur la botanique, il a quand même ce souci de servir, enfin de l'usage. Bon. Voilà. Et dernière remarque, c'est à propos de l'intervention de Tamis. Bon, et là je poursuis aussi mes vieilles lunes à moi, mais je crois qui ont été un peu récurrentes ici ou là depuis hier, c'est-à-dire le rapport entre littérature, histoire et vérité. Ce que tu cites de Gonçalves de Magalhães, la poésie c'est d'abord la vérité, ça me renvoie à la polémique qu'il a avec Barnard, et de façon surprenante, enfin surprenante pour nous, alors qu'on pourrait, bon, Barnard attaque sur le front de l'indianisme et lui répond en défendant sa confédération de Samoïs, non pas en revendiquant le droit à la fiction, mais en historien, en disant, en fait, donc il prend Barnard sur le terrain de l'histoire et pas sur le terrain de la poésie, et sur le terrain de la vérité. J'ai enquêté, je me suis documenté, et tout ça repose sur... donc ça me rappelle un article que je trouve très polémique et avec lequel j'ai plaisir à ferrailler, qui prétend que finalement les Gonçalves de Magalhães et autres ont étouffé la naissance de l'histoire au Brésil, et que le vrai historien c'était Barnard, et que les premiers plans pendant des décennies ça a été les poètes, pour pas dire poétaillons. Moi, il me semble que dans la réponse de Gonçalves de Magalhães, ça montre au contraire que l'histoire avait déjà gagné. Moi, c'était juste aussi un commentaire et une question, mais j'en avais déjà parlé avec Sébastien tout à l'heure. J'ai beaucoup aimé l'idée qu'on voit à la fois dans la communication de Sébastien et dans celle de Thémostéclès, l'idée du mauvais voyageur, parce qu'on a parlé du vrai et du faux, mais là, ce qui arrivait dans les sources, c'était plutôt le mauvais voyageur arrogant, et au fond, la dimension politique qui était dans ce rapport France-Brésil d'une espèce de supériorité française vue par les Brésiliens. Donc voilà, cette dimension politique me semble à nouveau, j'aimerais la remettre sur le tapis là-dessus. Et alors, je ne veux pas faire du narcissisme, et Francis de Castelnau n'est pas de ma famille, mais j'aimerais juste le défendre un tout petit peu pour dire que Francis de Castelnau est aujourd'hui considéré par les historiens de l'histoire indigène et de l'histoire des Africains au Brésil comme une des meilleures sources, à la fois pour son enquête sur les Africains à Bahia. Il est utilisé par les historiens du Soudan parce qu'il a interrogé par des entretiens, il a fait une histoire orale incroyable. Il a interrogé les Africains de Bahia et quant aux historiens des indigènes, Francis de Castelnau est une très très bonne source aussi, notamment pour des tribus de l'État de Rio, et il a écrit des textes dans des langues indigènes qui ont été perdues en fait. Et les seuls textes écrits qu'on a de ces langues, c'est Francis de Castelnau. Voilà. Mais je maintiens, je redis que c'est pas ma famille, donc je ne fais pas de... Donc, d'après ce qu'a dit Charlotte, je pense que c'est intéressant de développer ce que tu as dit entre l'ange et le diable. J'ai beaucoup aimé. Pourquoi Saint-Hilaire est l'ange et pourquoi les autres sont des diables? Parce que d'après ce que je ne savais pas, ce que Charlotte vient de dire, je pense que ça jette un peu de lumière sur, pour développer la question. Si je peux ajouter toute une petite chose, c'est vraiment des questions de critères, et en fait, très souvent, les critères pour les voyageurs au 18e, au 19e ne sont pas donnés. C'est seulement, il y a quelque chose dans le langage, c'est pas comme si les personnes sont jugées
par leur véracité ou par les gens qui sont allés sur le terrain, mais ils sont jugés sur la manière dont ils écrivent les choses, etc. Donc c'est vraiment une question